Bonjour et bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent pour ce récap live de Reinvent. On va maintenant parler de data science et de machine learning et pour ça j'ai la chance d'être accompagné de Tiffany Souter. Oui, bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. On n'a pas beaucoup de temps, du coup Non, c'est bon, t'inquiète, on je va vais le faire dépasser. short. On va dépasser. Toi, c'était ton premier Reinvent du coup, cette année. Ouais, effectivement, c'était mon premier invent. Ça s'est bien passé. Très bien. Alors, moi, j'y suis allée très naïvement, hein. On m'a demandé d'y aller, et puis j'y suis allée. J'ai pris mon petit sac à dos et tout. Et en fait, c'était juste incroyable. Je m'attendais pas du tout à un événement comme ça. Je m'attendais pas du tout à la taille de cet événement. C'est la première conférence que je fais où il faut y aller en bus pour changer de conf. Alors, ce n'est pas logique. Les On Américains change pas font. juste de salle. C'est beaucoup trop grand, c'était incroyable. Beaucoup trop de sessions aussi. Il y a les J'avais la replays, c'est ça tête. qui est bien. Ouais, mais on a la tête qui bourdonne à la fin de la journée. Enfin voilà, donc c'était vraiment incroyable. C'était une sacrée claque. Je pense que l'année prochaine, j'irai un peu plus préparée. D'accord, et donc Avec on a des, eu pas mal. avec des chaussures de rando. Donc on a eu pas mal d'annonces sur tout ce qui était data science, machine learning, etc. Oui, alors beaucoup de choses, notamment concernant SageMaker. On a des outils de real-time pour de collaboration en temps réel. On a les notebook jobs. Enfin, je vais parler de tout ça, c'est super cool. Je vais essayer de le faire de façon condensée. J'aurai pas le temps, bien sûr, Mais de tout tu ne voir. ferais pas les 2000 sessions Ok. Non, malheureusement, non, mais on va essayer de faire ça de façon Ok. concise et bien. Bah, écoute, je te laisse nous présenter les annonces dont tu veux nous parler. Ouais, et bah du coup, je vais commencer directement avec une refonte de l'interface de SageMaker. Donc la UI et la UX a complètement changé et c'est basé sur les feedbacks des clients. Donc c'est assez cool. Vous verrez notamment qu'il y a tout un menu de navigation sur la gauche qui a changé et qui suit tout un workflow de machine learning qui est logique. Donc ils ont essayé de faire la UI la plus intuitive possible. On a une toute nouvelle homepage avec des liens qui sont plus faciles et mieux placés pour des tutos, des vidéos et aussi un peu tout simplement mieux vous guider vers les outils de SageMaker. Donc voilà, je vous conseille de regarder un peu tout ça en détail. Il y a pas mal de choses pour tout simplement améliorer votre expérience sur SageMaker. Moi, j'aime Mais- bien quand on améliore l'expérience. Je le dis depuis le début parce que c'est un peu le sujet central. Ben, oui, et surtout, enfin, il y a eu beaucoup de retours comme quoi l'expérience n'était pas facile sur SageMaker, donc c'est vraiment un point important. Et puis, enfin, c'est pas forcément des grosses annonces d'innovation et tout ça, mais c'est important tout simplement d'améliorer cette, cette C'est expérience. sûr. Voilà. Nouvelle petite annonce sur le Data Wrangler. Il y a une nouvelle feature qui vous permet directement depuis votre notebook d'avoir une data visualisation sur vos data frames. Donc c'est assez cool et ça se fait seulement en 3 lignes de code, comme vous pouvez le voir sur la slide. Vous avez juste à importer votre pandas et ensuite importer SageMaker Data Wrangler et ensuite vous faites juste un read de vos données et directement ça va vous permettre d'avoir une visualisation de vos données sur votre data frame, de regarder comment votre donnée est distribuée, de regarder si vous avez par exemple des outliers, des valeurs manquantes et ça vous permet tout simplement d'aller un peu plus vite dans votre étape de préparation de vos données. J'ai une petite question là, du Ouais. coup. Tu dis que depuis ton Jupyter Notebook, tu peux faire la visualisation, mais en pratique, elle apparaît dans le notebook ou elle apparaît à côté? Ouais, alors c'est intégré dans le notebook. D'accord, donc tu Euh, l'écris et tu la vois aussi dans le notebook. ouais, je vais vous montrer d'ailleurs Ah, une c'est petite une petite démo. démo. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment c'est en live. Donc là, on a, comme je vous disais, les 3 lignes de code. Tu fais un read CSV et puis d'un seul coup, bam, quand tu runs ta cellule dans ton notebook, tu as directement la visualisation de ce qu'il y a dans ta data. Et il y a aussi un petit onglet sur le côté qui recommande, qui te fait des recommandations de transformation de données pour préparer ta donnée après, pour faire tes modèles de machine learning. Voilà. Ok, encore de l'aide pour les développeurs. Exactement. On essaie de tout pré-mâcher. Ça, c'est bien. Les outils de collaboration en real-time. Donc ça, c'est aussi une news qui est assez cool puisque, en fait, ce qui se passe derrière quand vous créez un espace de collaboration sur SageMaker, c'est que ce qui se passe en arrière-plan, c'est que ça va créer un espace partagé EFS où vous allez pouvoir partager tous vos notebooks, toutes vos données directement avec votre équipe. Donc je vais vous remontrer directement une petite démo. Comment ça marche? Donc là, vous avez 2 notebooks.
l'un à côté de l'autre, celui de Mike et celui de Antje, qui collaborent sur le même projet. Et là, vous voyez que, par exemple, quand Antje clique sur la petite icône de collaboration, elle voit le nombre de collaborateurs qui sont actuellement sur le projet. Elle peut quitter le notebook, aller ailleurs, et ensuite se demander où est-ce que Mike, sur quoi Mike est en train de travailler en ce moment. Et ben, elle peut directement cliquer sur le nom de Mike et voir quel document il est en train de regarder et ce qu'il est en train de faire actuellement. Donc cette interface-là, vous pouvez aussi cliquez sur l'icône, le petit folder en haut, et là vous avez accès à l'espace EFS où vous pouvez partager des documents et où vous avez tous vos notebooks. Donc par exemple ici, si Antje a des données, par exemple ici on a des données de housing, donc des données immobilières, donc de prix de maison, elle peut directement le drag and dropper dans cet espace et vous voyez que Mike n'a plus qu'à rafraîchir son directory EFS et il peut récupérer les données que Antje partage avec lui. Au fur et à mesure que vous construisez votre notebook, vous avez juste à tout simplement écrire dans une des cellules et vous allez voir que si un autre de vos collaborateurs est en même temps sur votre notebook, sur le notebook, il peut directement voir votre curseur, voir votre nom s'afficher et voir en temps réel ce que vous êtes en train d'écrire dans votre notebook. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de runner la cellule pour que votre collaborateur ou votre collaboratrice voit ce que vous êtes en train de faire. C'est en temps réel et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc normalement, je peux voir tous les collaborateurs qui sont connectés en même temps. Exactement. Et tu peux le voir en temps réel. Ouais. Et en fait, bon, tu dois cliquer sur la petite icône de collaboration pour voir. Sinon, tu vois juste les curseurs de tes collaborateurs avec leur nom dessus. Mais si tu veux voir toute l'équipe, tu peux cliquer directement sur le bouton de collaboration à côté. Ok. Je vais passer aux Notebook Jobs. Alors ça, c'est pour les data scientists qui ont beaucoup de notebooks et qui ne peuvent pas les mettre en prod, donc ils doivent attendre des data engineers, par exemple, pour qu'ils compilent tout leur code et les passent en prod. Et bien là, maintenant, aujourd'hui, vous pouvez directement balancer un notebook en prod et on va voir comment avec les Notebook Jobs. Donc, vous avez, par exemple, votre notebook. Vous avez une nouvelle icône en haut qui s'appelle, donc c'est pour les Notebook Jobs, et vous voyez qu'en bas de l'écran, vous pouvez cliquer sur ce qui s'appelle un Run on a Schedule, et donc vous pouvez programmer votre notebook pour qu'il run par exemple ici c'est tous les jours de la semaine à minuit, mais vous pouvez customiser comme vous voulez, et vous pouvez aussi customiser d'autres options comme sur quelle image, sur quel kernel, quels sont les inputs et les outputs de votre notebook, sur quoi est-ce qu'il doit se connecter, et aussi votre compute instance. Et enfin, vous devez rajouter en haut de votre notebook les dépendances Python qui sont nécessaires pour pouvoir runner votre notebook. Puisqu'en fait, ce qui va se passer en arrière-plan, c'est que ça va builder un container à partir duquel le job va être lancé. Donc vous avez besoin de mettre là toutes vos dépendances Python. Et une fois que vous lancez votre create job, vous allez tomber sur cette étape-là. Là, ça crée le notebook, le job. Si jamais vous avez une erreur à cette étape-là, c'est très certainement parce que vous n'avez pas les bons droits qui ont été donnés à votre SageMaker Studio. Il faut donner l'accès à EventBridge pour pouvoir accéder au scheduler de votre notebook. Donc une fois que vous avez créé votre notebook, vous retrouvez, enfin votre job, vous le retrouvez ici dans cette étape-là. D'accord. Okay. J'ai quelqu'un qui demande si est-ce qu'il faut avoir des instances dédiées qui sont provisionnées pour chacun des jobs. Non, alors c'est ça qui est assez cool. Ce que ça fait en arrière-plan, c'est que quand tu crées un job, ce que SageMaker Studio va faire derrière, c'est qu'il va créer une snapshot de ton notebook. Il va créer un container en packageant toutes tes dépendances Python. C'est pour ça qu'il fallait mettre toutes les dépendances avant. Et il va builder toute l'infrastructure qui sera nécessaire pour ensuite runner ton job. Et donc, en fait, toutes ces ressources sont provisionnées au moment du job, donc au moment où c'est schedulé. Et ensuite, c'est lui qui va automatiquement tout déprovisionner tout seul. Donc en fait, tu n'as pas besoin d'avoir tes ressources avant qui sont prêtes. C'est lui qui s'occupe de l'infra derrière. Et donc toi, le seul truc que tu as à faire, c'est faire ton notebook et ensuite le scheduler avec Notebook Jobs. Ok, super. Il y a Shadow Testing maintenant, qui est aussi une bonne nouvelle pour les gens qui ont des modèles en production.
puisque maintenant vous êtes à la place d'avoir, par exemple, vous avez un modèle qui marche en production, et puis vous en avez entraîné un nouveau, qui a de nouvelles features et tout ça, et bien à la place de tout simplement enlever votre modèle qui est en prod et le remplacer directement par le nouveau sans l'avoir testé en conditions réelles, vous pouvez maintenant faire du shadow testing, c'est-à-dire que vous avez votre modèle qui est en prod et qui marche, et vous avez votre nouveau modèle que vous voulez tester. Vous pouvez rerouter certaines des requêtes qui sont faites par les utilisateurs actuellement. Vous pouvez en créer une copie et les rerouter vers votre nouveau modèle. Donc ce qui se passe pour l'utilisateur, c'est seamless, puisqu'en fait, eux, ils vont recevoir la réponse du modèle qui est en prod. Et derrière, vous allez pouvoir tester votre nouveau modèle, mais en interne. Vous allez pouvoir monitorer sa performance, voir s'il est robuste, s'il se comporte comme vous le souhaitiez, comme vous l'avez entraîné pour. Et une fois que vous avez testé la robustesse, que vous êtes confiant sur le fait que votre nouveau modèle de machine learning est prêt pour passer en prod, vous pouvez doucement le déployer avec Guardrails. Et donc ça vous fait un passage d'une V1 à une V2 un peu plus frictionless, comme on dit. Je vais passer maintenant à GeoSpatial-ML. Qui est un outil pour entraîner, builder et déployer des modèles de machine learning basés sur des données géospatiales. Alors ça peut paraître un peu niche comme nouvelle, mais en fait j'ai découvert, notamment à Reinvent, que la majorité des données qui étaient générées aujourd'hui comportaient des données géospatiales qui étaient très peu exploitées. Et en fait, elles sont très peu exploitées. Pourquoi ? Parce que c'est assez challengeant d'exploiter ces données-là, notamment parce que ça requiert tout un dataset, pardon. Un set de skills qui est différent. Notamment, par exemple, c'est très challengeant de les récupérer parfois de qualité. C'est challengeant aussi de les préparer. Cleaner un peu, quoi. Voilà, exactement. De les préparer pour faire en sorte qu'elles soient bien pour entraîner un modèle de machine learning. Et aussi, à la fin, il faut avoir les outils de visualisation. Et tout ça, c'est d'autres skills que parfois les data scientists n'ont pas, et le ramp-up est assez compliqué. Donc en général, Jupyter, il nous fait la visualisation, tu nous as montré là, tout ça maintenant. Ça, c'était la visualisation. Ouais, effectivement, c'est la visualisation pour les données un peu de base, mais pour les données géographiques, on a besoin d'avoir des cartes, tu vois, des trucs comme ça, qui sont mappés. Et donc, ce que fait Geospatial ML, c'est que il vous enlève un peu tout ce travail-là, qui est assez compliqué, de préparer les données, parfois de les récupérer, puisque parfois ils peuvent même vous en fournir sans que vous ayez à en faire, puisque directement dans Geospatial ML, il y a des données spatiales qui sont disponibles pour vous, comme des imageries satellites, des données de cartes et de localisation. Donc si jamais vous voulez en utiliser directement et que vous trouvez ce qui vous intéresse directement dans Geospatial ML, c'est possible. Et enfin, ça vous fournit un outil de visualisation. Donc je vais vous montrer une petite démo. Directement dans SageMaker Studio, vous pouvez aller dans Geospatial ML, et là on voit une carte de San Francisco, de Californie. Directement, vous pouvez uploader vos données des géospatiales. Donc là, ici, dans l'exemple, on a des données du prix de l'immobilier en fonction de la position des maisons. Donc là, on se rend compte d'un seul coup, visuellement, que les maisons les plus chères sont celles qui sont plus proches de la côte. Et puis, bien sûr, vous pouvez le voir aussi en 3 dimensions. Donc, vous pouvez avoir de nouveaux insights en fait sur vos données spatiales. Et puis vous pouvez aussi filtrer en fonction de certaines features. Donc là, par exemple, si on filtre en fonction de la valeur médiane du prix d'une maison, vous pouvez ensuite sélectionner une fourchette dans laquelle vous voulez seulement observer les points sur la carte, et ça vous permet de sélectionner comme ça. Donc voilà, si jamais vous avez... C'est super sexy. Il y a quelqu'un qui demande justement, parce que j'ai vu que c'était en preview sur le slide d'avant, comment est-ce qu'on fait si on veut accéder au preview derrière des services, notamment celui-là. Alors, effectivement, c'est une bonne question. Aujourd'hui, comme c'est en preview, vous ne l'avez pas accès partout, il faut faire en sorte de construire votre SageMaker Studio dans une région particulière. Je crois que c'est Oregon. Ouais, c'est ça. Il faut revoir, mais relisez bien le blog dans lequel Geospatial ML est annoncé, parce que quand moi j'ai voulu le tester, j'avais pas mon SageMaker qui était dans la bonne région, et du coup je voyais juste pas l'outil, et j'ai mis bien 10 minutes pour comprendre que il fallait que je délocalise mon SageMaker pour pouvoir avoir accès à Geospatial ML.
Donc j'en ai fini avec mes news sur SageMaker. Il y en a plein d'autres, bien sûr. Donc je vous invite à chercher un peu plus sur le blog. Mais là, je vais directement passer au service AI que je vous ai préparé pour ce récap-là. Donc je vais notamment vous parler de Amazon Transcribe, qui est un outil d'aide d'intelligence artificielle aux appels. Donc par exemple, si vous avez un SAV ou que vous recevez beaucoup d'appels clients, Transcribe, ce qu'il est capable de faire, c'est qu'il est capable d'écouter votre conversation en temps réel avec votre client, d'analyser le problème, ce que la personne en fait vous pose comme question, et en même temps cette IA peut écouter des milliers de conversations en même temps. Donc, par exemple, si vous avez un SAV et que vous avez plusieurs clients d'un seul coup qui vous appellent pour le même problème, en fait, une fois que le problème est résolu ou qui vous aide à résoudre le problème, ça peut aller beaucoup plus vite parce que ça peut aider vos agents à répondre plus rapidement, aux issues, tout simplement, et aussi à essayer de comprendre le sentiment. Donc, il y a du NLP derrière, mais il y a aussi du sentiment analysis qui aussi peut vous permettre d'essayer de comprendre, en fait, s'il y a un problème un peu plus global auprès de vos clients et pourquoi ils vous appellent et dans quel cas. Donc ça améliore l'expérience utilisateur pour vos clients, mais ça améliore aussi l'expérience pour vos employés qui sont là pour aider vos clients à essayer de trouver une solution à leurs problèmes. Après, il n'y a pas que les développeurs finalement qu'on aide. À part s'il y a un SAV pour développeurs, ça serait super cool effectivement que ça aide dans ce cas-là. Les IA, et je pense que de façon plus générale, les IA de demain seront là pour aider dans tous les métiers, toutes les strates. Et enfin, on a Amazon Comprehend avec IDP. Donc, Comprehend, c'est du processing de documents intelligents. Et donc, jusqu'ici, ce qui se passait, c'était que quand on avait des documents, soit PDF, soit Word, soit des images scannées de documents manuscrits, on devait d'abord faire une extraction de texte avec un OCR, donc un Optical Character Recognition. Et ensuite, à partir de ce texte-là, on pouvait le balancer dans Comprehend, qui faisait de la classification et de l'extraction de données. Maintenant, avec Amazon Comprehend for IDP, vous n'avez pas besoin de cette étape d'extraction dans un OCR. Vous pouvez directement envoyer vos PDF, vos Word et vos images dans Comprehend, et l'OCR est intégré directement dedans, et ils font directement de l'extraction de données à partir de ça. Donc voilà pour mes news. J'ai été ultra vite, mais j'espère qu'on a rattrapé un petit peu le retard. Un petit peu, ça va. Super. Bah, écoute, merci beaucoup. J'ai essayé de poser les questions au fur et à mesure qui arrivaient. Ouais. J'en ai juste une, parce que tu as beaucoup parlé de SageMaker. Oui. Et quelqu'un qui demande, ça parle de coût. Est-ce qu'il y a un coût supplémentaire pour l'utilisation de toutes les nouvelles fonctionnalités de SageMaker? Non, alors le coût, ça reste celui du compute, normal, mais il n'y a pas de coût supplémentaire pour l'utilisation de ces nouveaux outils. Ok, super. Bah, écoute, c'est bien, ça ne coûte pas plus cher. Non. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Tiffany. Avec plaisir. On se retrouve dans une minute, le temps de changer de speaker. On va accueillir Arnaud. Et puis à tout de suite.